Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Stéphane Truffem. Bonjour Stéphane. Bonjour Lina, bonjour à tous. Oui, mais pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es expert en inbound marketing. Donc, tu es aussi formateur, auteur de 2 livres Tout à fait. et fondateur de la plateforme Captain Marketing. Donc, Ouais. aujourd'hui, on va parler de l'inbound marketing. Ouais. Et avant de commencer, je te laisse te présenter. Parle-nous un peu, Bon, je vais essayer quelques sur mots. moi d'être très très court. Donc je suis un vieux de la vieille du digital puisque j'ai fait toute ma carrière dans le digital. J'ai commencé aux alentours de 97, donc vraiment très tôt. Donc j'ai accompagné mes premiers clients sur des dimensions de content marketing. Alors ça s'appelait pas encore comme ça à l'époque, on appelait tout simplement du contenu. Mais bon, j'ai eu ce pressentiment que le contenu allait devenir très très important et que c'était l'axe majeur pour que les entreprises puissent s'exprimer de manière pertinente sur le digital. Et puis, l'activité a très rapidement grossi. Donc, en juin 2000, j'ai créé une agence digitale qui s'appelle Quinoa, que j'ai co-dirigée pendant une quinzaine d'années, que j'ai revendue il y a il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Et puis, dans l'évolution de ma carrière, bien évidemment, je suis tombé sur les notions d'inbound marketing assez relativement tôt, parce que je faisais pas mal de veille de ce qui se passait aux États-Unis. Et j'ai plongé dans cette notion que j'ai trouvée très, très intéressante et enrichissante. Et du coup, j'en ai été l'un des premiers promoteurs en France. Voilà. Donc aujourd'hui, effectivement, plusieurs casquettes, celle du formateur, celle du consultant, celle de l'auteur. Donc j'ai écrit un ouvrage sur l'inbound marketing, c'était donc l'an dernier, en 2016. Il est toujours dans les bacs. Je viens de co-rédiger donc un deuxième ouvrage qui s'appelle La boîte à outils du marketing digital. Donc c'est 60 outils passés au crible. Et puis je monte également dans mon temps perdu. Alors ça avance pas très vite. Donc effectivement, ce projet de société là, qui s'appelle Captain Marketing et qui a vocation, enfin qui aura pour vocation d'aider les équipes marketing à faire les bons choix dans les technologies qui leur sont aujourd'hui adressées. Et c'est un marché qui, je t'apprends rien, hein, qui est en pleine ébullition. Et voilà, il y a un Américain qui s'amuse à faire un landscape là, chaque année des solutions techno qui sont proposées pour les marketeurs. Il en dénombrait il y a quelques années environ 300. Là, la dernière version de son landscape, donc la version 2017, il en compte plus de 5000, donc 5000 solutions sur le marché. Voilà, donc l'objet de Captain Marketing, ça sera de faire un éclairage sur toutes ces solutions pour aider les marketeurs à mieux comprendre qu'est-ce qu'ils peuvent utiliser comme techno et puis faire le bon choix et puis ensuite, bien évidemment, les déployer de manière optimale. Voilà, voilà. D'accord, c'est très intéressant, surtout cette plateforme. Comme moi aussi, je suis content marketer. Je trouve ça très très intéressant. Est-ce que tu peux parler un peu plus sur ton projet? Comment ça peut aider notamment dans le travail sur le content Alors, marketing? en fait, donc l'idée, effectivement, c'est vraiment de s'appuyer hein, sur du content marketing et sur des notions d'inbound marketing. Donc, c'est délivrer beaucoup de pédagogie pour que les marketeurs comprennent déjà l'intérêt de la techno, ce qui est pas toujours le cas. Ensuite, qui puissent mieux comprendre quelles sont les technologies qui leur sont aujourd'hui proposées. Donc, qu'est-ce que c'est que, j'en sais rien, le marketing automation, par exemple. Qu'est-ce que c'est qu'une DMP? Qu'est-ce que c'est qu'une plateforme de gestion de médias sociaux? Comment on va optimiser son référencement avec des très belles solutions comme SEMrush? Enfin voilà, il y a tout un comment on va optimiser ces taux de conversion avec des outils dédiés pour faire du pop-up ou du call to action optimisé, etc., etc. Donc énormément de techno. Donc l'idée, c'est de délivrer beaucoup de contenus gratuitement, des contenus qui vont vraiment aider, donc des contenus très pédagogiques, des contenus d'expertise, qui vont aider les marketeurs à mieux comprendre finalement ce marché, et puis in fine à les aider à faire le bon choix et ensuite donc à déployer de manière efficace les technos qu'ils auront choisis.
Voilà. Donc moi, ce projet me permettra effectivement de détecter du lead, hein, tout simplement, des équipes marketing qui seront intéressées par tel ou tel techno, et puis ensuite avec des pratiques inbound marketing, de les nurturer, et puis de leur proposer soit de la mission de conseil pour les aider à choisir et à déployer leur techno, soit tout simplement faire l'intermédiation avec des gens comme vous, hein, des éditeurs de solutions logicielles, et donc à revendre du lead qualifié. Ah, d'accord, donc c'est gagnant-gagnant pour toi et pour les gens qui Gagnant. utilisent. Voilà, tout à fait. D'accord, ben, super. Et aussi tout à l'heure, tu as mentionné ton ouvrage, les deux Ouais, ouvrages en fait. Le ouais, premier qui vient de sortir et le deuxième sur ouais. l'inbound marketing. Alors, voilà, celui sur l'inbound marketing. Je suis très fier parce que effectivement, donc j'ai lancé ça, c'était très précisément en avril 2016, et je pensais que ça allait rester un peu confidentiel parce que bon, je parlais déjà depuis quelques années d'inbound marketing en France, mais bon, j'avais un vague intérêt, et puis je pense que j'ai pas, alors pour le coup, j'ai pas fait exprès, mais la sortie de l'ouvrage a vraiment coïncidé avec finalement le démarrage de l'inbound marketing en France, et du coup, il se vend très très bien puisqu'il est régulièrement dans allez, je dirais le top 5 des ventes sur Amazon, rubrique marketing, hein, bien évidemment, sinon je serais très très riche, mais dans tous les C'est cas, ça, dans en dans fait, la il n'y a rubrique pas marketing. longtemps, j'ai vu ton tweet, en fait, que ton livre, oui, est devenu le livre le plus vendu sur Amazon dans marketing et publicité cette année. Donc, Ouais. c'est très intéressant parce que cela veut dire que ce sujet, l'inbound marketing, c'est le sujet qui intéresse quand même pas mal l'audience, les marketeurs. Donc déjà, pour toi, qu'est-ce qui est l'inbound marketing? Parce que cette notion n'est pas claire pour tout le monde parfois. Alors, ouais. Ok, Mhm. alors l'inbound marketing, pour moi, c'est trois choses. La première, c'est finalement un état d'esprit, c'est une philosophie, c'est se dire finalement comment je peux adapter mes pratiques, les faire évoluer, mes pratiques marketing, pour mieux répondre aux besoins de ma cible. Donc, je reviendrai un peu plus en détail sur cette dimension parce qu'elle est finalement fondamentale. Ensuite, c'est une méthodologie donc qui est relativement très simple au final, hein, puisque c'est quatre étapes. Là aussi, je rentrerai dans le détail. Et puis enfin, c'est des outils. Donc on va pouvoir, donc c'est une sorte de boîte à outils, hein, qu'on va pouvoir activer en fonction de la méthodologie et de là où on en est dans ce déploiement de ces activités marketing. Donc, si je reviens sur les aspects plus, je dirais un peu état d'esprit, il y a un Américain qui résume parfaitement ce que devrait être l'inbound marketing, et il y a une citation qui dit arrêtez d'être des interruptions dans ce qui intéresse les gens pour devenir ce qui intéresse les gens. Voilà, donc ça résume parfaitement ce que devrait être l'inbound marketing. Donc, on a des pratiques aujourd'hui excessivement intrusives au marketing et qui ont été, enfin, le caractère intrusif a été démultiplié par le digital parce que finalement, il est très très facile de faire une campagne d'email marketing ou une campagne d'ad sur Twitter, sur Facebook ou LinkedIn par exemple. Donc c'est vrai que les consommateurs sont aujourd'hui submergés finalement par les sollicitations commerciales en tout genre, et il y a une sorte de mécanisme tout simplement de défense, de rejet de ces intrusions. Donc les marques ont plus d'autres choix. Leur simple offre n'est pas suffisante pour intéresser les cibles. Elles doivent complémenter ces offres commerciales par un discours qui va intéresser leur cible et qui va les aider aussi probablement à solutionner telle ou telle problématique. Donc je prends l'exemple tout simplement le vôtre, hein, SEMrush. Vous pourriez décider de se dire, tiens, on engage beaucoup de budget sur de la publicité, et puis allez, on est les meilleurs, donc on bombarde, qu'on a la meilleure plateforme pour faire du SEO. Bon, pourquoi pas. Vous avez fait le choix qui, pour moi, est bien plus pertinent, de se dire, non, on va plutôt articuler ces budgets sur la création de contenus qui vont finalement, les contenus qui vont aider nos cibles à bien comprendre ce que c'est que le SEO, mais finalement pas que, bien comprendre aussi ce qu'est
content marketing, bien comprendre aussi ce qu'est les médias sociaux, ce que sont les médias sociaux, au final, bien comprendre ce qu'est le marketing à l'heure d'aujourd'hui. Et du coup, cette stratégie vous permet d'attirer des cibles potentielles et de les intéresser de manière un peu plus, je dirais, naturelle à votre offre. Voilà. Oui, c'est ça. En tout cas, pour nous, ça marche bien et ça marche mieux que l'approche traditionnelle, intrusive avec la publicité, parce que au début, nous avons déjà aussi essayé PPC et autre chose, mais la création de contenu, du contenu pertinent et de qualité, ça marche Bien toujours. sûr. Bien sûr, on va créer une Je suis audience. absolument d'accord avec toi. Effectivement, une audience qui va être captive, qui va être intéressée, qui en plus va elle-même parler de vous parce qu'elle est intéressée, elle trouve que ce que vous faites est intéressant, donc elle va le repartager, ce qui alimente finalement aussi le earned media et la réputation, qui sont aujourd'hui excessivement importants pour créer de la confiance aussi auprès de nos cibles. Donc ce sont des tactiques aujourd'hui qui sont, enfin dans tous les cas, un état d'esprit, une posture marketing qui est aujourd'hui absolument incontournable. Et c'est probablement la raison aussi pour laquelle les gens s'intéressent de plus en plus à l'inbound marketing, parce qu'ils voient bien que allez, continuer à faire des campagnes par email marketing non sollicitées ou des publicités qui sont plus ou moins intrusives, ça marche de moins en moins bien, ça coûte quand même relativement cher et que l'efficacité est de moins en moins au rendez-vous. Donc ça, c'est l'aspect, je dirais un peu, allez, état d'esprit, comment finalement on peut transformer ces pratiques marketing. Ensuite, il y a l'aspect plus méthodologique. Donc une fois qu'on a dit ça, on se dit, bon, ok, on a compris qu'il fallait devenir intéressant, maintenant comment on va faire? Tout simplement, quatre étapes, et c'est ça qui est absolument génial aussi dans le marketing, c'est que finalement, c'est pas si compliqué à mettre en œuvre. Donc l'étape qui va consister à attirer, donc créer une audience, tout simplement. Ensuite, l'audience n'est pas une fin en soi, il va falloir convertir une partie de cette audience en lead. Donc là, c'est l'étape de conversion. Ensuite, quand on a des leads, il va falloir en motiver certains à devenir client. Donc, c'est ce qu'on appelle l'étape de conversion, convertir. Et enfin, une fois qu'on a des clients, là aussi, tenter de les fidéliser et faire en sorte que notre relation soit la plus positive possible pour que ces clients parlent de leur expérience avec nous et deviennent des relais finalement d'influence. Donc voilà, c'est vraiment quatre étapes qui sont très logiques, qui sont séquencées de manière très rationnelle les unes avec les autres et qui finalement permettent d'articuler de manière très simple ces activités marketing. Et ensuite, donc c'est une boîte à outils. On voit qu'à chacune des étapes, il va y avoir des outils. Donc, si je prends par exemple la première, attirer, donc créer une audience, par exemple, l'outil blog va être très important. Ça sera d'ailleurs plus important à ce niveau-là qu'au niveau de la vente, par exemple. Ce n'est pas tant sur un blog qu'on va vendre, bien au contraire, on va plutôt chercher à créer et attirer une audience. Donc après, on peut avoir des outils de SEO, par exemple, également. Le SEO va être un outil à déployer justement pour faire en sorte que ces contenus soient les mieux optimisés pour être vus sur Google. Donc voilà, on a toute une série aussi comme ça d'outils qu'on va pouvoir activer en fonction de là où on en est dans sa méthodologie. Comment définir et comment segmenter son audience. Ouais. Donc, comment le faire de manière efficace, Stéphane? Comment utiliser les meilleurs personas ou autre méthode, à ton avis? Il y a ce fameux concept des personas qui reste pour moi quand même très intéressant, même si ça peut paraître un peu allez, tarte à la crème comme ça, si on s'y penche pas réellement, parce qu'on a l'impression qu'on connaît ses cibles. Alors oui, on les connaît. L'intérêt du persona, c'est pas finalement de décrire ses cibles d'un point de vue démographique et d'un point de vue de ce qui les intéresse en termes de produits. Tout l'intérêt, c'est de se dire, tiens, quels sont
sont finalement leurs enjeux, leurs envies, leurs problématiques et comment ils vont les exprimer sur le digital, notamment à travers des moteurs de recherche ou quel type de recherche ils vont faire aussi sur les médias sociaux. Donc c'est ça qui est important pour finalement on va arriver à, à construire une stratégie de content marketing qui soit efficace. Hein. Et le plus gros aujourd'hui écueil, je dirais, que font enfin la plus grosse erreur que font les marketeurs, quand ils construisent leur persona, ils construisent autour de leur offre, plutôt que de construire autour des envies ou des problématiques de leur cible. Donc c'est un outil qui, quand il est bien utilisé, vous force les marketeurs à finalement oublier, mettre complètement de côté leurs produits pour s'intéresser véritablement aux besoins de leur cible. Hein, donc on parlait tout à l'heure de votre exemple en termes d'inbound marketing. Là, on peut très bien imaginer quelqu'un, un persona qui s'intéresse au content marketing avant même de s'intéresser au SEO. Donc ça vous permet de vous dire, tiens, effectivement, il a des problématiques, c'est pas trop comment articuler une stratégie de content marketing, aidons-le, sans avoir en tête directement de lui vendre un outil de SEO. Mais bon, malgré tout, on voit bien que si vous l'aidez à construire une belle politique de content marketing, à un moment donné, il devra s'intéresser effectivement à de la techno pour gérer son SEO. Donc finalement, vous rejoignez votre problématique, vous, business, tout en aidant très 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 en amont, dès le départ finalement de l'émergence de la problématique, donc en aidant vos cibles. Voilà, donc c'est ça qui est important. D'accord, mais une fois nous avons attiré le prospect ou le client, bien évidemment, nous devons l'accompagner dans son parcours d'achat. Donc, comment le faire? Comment déjà l'accompagner et le convertir en client? Alors, bien évidemment, le premier but du jeu, c'est de se rendre visible, à la fois sur les moteurs de recherche et sur les médias sociaux. Donc, grâce à ça, on va attirer une audience. Effectivement, il va falloir en convertir une partie. Donc là, c'est ce que j'appelle moi les contenus premium. Donc, ce sont des contenus suffisamment intéressants pour que les personnes, votre audience, vos visiteurs, acceptent de les acheter, entre guillemets, contre leurs données personnelles. D'accord. Et donc, après, le client, donc en prospect devient notre client. Et après, c'est la chose qui est la plus difficile, à mon avis, c'est de fidéliser notre client pour qu'il revienne vers nous, pour qu'il achète de nouveau notre produit. Et ce qui est encore plus compliqué, c'est de faire en sorte qu'il devienne notre ambassadeur, pour qu'il parle de nous, pour qu'il partage son expérience avec les autres. Donc ça, comment le faire? Quels sont... Là aussi, la force du contenu intéressant qui va permettre d'enrichir finalement l'expérience du client. Alors, on peut prendre, j'en sais rien, un produit complètement basique, par exemple un rasoir. Hein, voilà, je suis un site e-commerce qui vend des rasoirs. Une fois que la personne m'a acheté un rasoir, je peux finalement, grâce à du contenu, lui expliquer comment peut-être des techniques pour mieux se raser, pour éviter de se couper, pourquoi pas économiser de l'eau quand il se rase, de lui donner des conseils sur les mousses à raser, etc., etc. Donc tout ça fait finalement que d'une simple vente un peu stupide d'un rasoir, c'est quand même quelque chose d'une commodité, c'est pas un produit, c'est finalement un produit très 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 commun. Ben, je peux quand même arriver à enrichir ma relation et à intéresser par du contenu qui va être intéressant, bien évidemment. Si on fait du contenu à moitié, généralement ça marchera pas. Donc la difficulté, c'est effectivement arriver à raconter une belle histoire qui va intéresser vos cibles. Et c'est en ça qu'on va finalement enrichir l'expérience de son client, et qu'on lui donnera envie de recommander des rasoirs chez nous plutôt que chez le concurrent, et puis également envie de partager nos contenus parce que finalement il va nous trouver intéressants et sympathiques.
Mm. Donc c'est un peu les mêmes techniques que finalement sur l'acquisition de leads. Alors, je suis pas complètement d'accord avec toi. Moi, je trouve que finalement, c'est peut-être plus facile de partir de ses clients parce qu'on les connaît mieux, on connaît mieux leurs attentes, et du coup, Mm. c'est comment dirais-je, une audience qui est quand même qui est plus captive parce qu'on a déjà leurs coordonnées et tout ce qui va bien. Et puis, normalement, on connaît quand même leur centre d'intérêt. On sait pourquoi. Bah, si, par exemple, je viens prendre un abonnement chez SEMrush, a priori, vous savez que bah, c'est plutôt, j'en sais rien, moi, la partie veille concurrentielle qui m'aura intéressé, ou au contraire, bah, audit des mots-clés, par exemple, ou audit de la qualité du site. Donc, vous connaissez quand même les centres d'intérêt de vos clients. Et là-dessus, ben, vous pouvez imaginer délivrer des contenus pour que, au-delà de la simple utilisation de la plateforme, ben, je puisse améliorer mon marketing digital tout simplement et acquérir de nouveaux clients et donc générer du chiffre d'affaires. Bon, bah, si mon concurrent, par exemple, est plus fort que moi au niveau de la qualité produit, et moi, j'ai des produits qui sont aussi bien, mais qui sont quand même de qualité moyenne. Ouais. Est-ce qu'avec l'inbound marketing, j'ai des chances à attirer plus de clients si je crée une ambiance, une expérience utilisateur positive? Est-ce que j'ai des chances d'être... Alors oui, oui, enfin, sur la création de l'audience, oui, sans aucun doute. Après, il ne faut pas non plus décevoir cette audience. Donc, si à un moment donné, vous créez une audience, vous arrivez à la convertir, mais que le produit est moins bon que celui de la concurrence, bah, vos clients risquent de s'exprimer en disant, bah, tiens, quand même, on est déçus, les produits sont moins bons que ceux de la concurrence. Donc non, là, il y a une obligation pour les marques. Enfin, on ne peut pas remplacer, je dirais, un défaut de produit par une qualité de contenu, hein. Il faut être sûr aussi de ce qu'on fait de son produit. D'accord. Je vois qu'il y a une question qui me semble assez intéressante là dans le chat. Mhm. C'est Gberoni, intéressant qu'il le pose. Quels sont les impacts de la monétisation d'un site sur une stratégie d'inbound marketing et comment articuler les deux? Alors, je ne suis pas bien certain de comprendre la question sur la monétisation d'un site. Donc, je suppose sur la monétisation de l'audience. Donc, ben, je crée un média et comment finalement je peux monétiser cette audience. C'est ça la question? Je crois que c'est ça, en fait. Comment utiliser l'inbound marketing Tout pour dépend. gagner de l'argent. Ouais, alors tout dépend de son activité. Je dirais qu'il ne faut pas tout mélanger, hein. Soit on est un vrai média et dans ce cas-là, effectivement, ben, on va vivre grâce à une qualification de son audience pour revendre de la publicité. Soit on est une marque, je dirais, plus traditionnelle et dans ce cas-là, on va quand même avant tout utiliser cette audience pour tenter de générer du lead et de vendre ses produits ou ses services, hein. Donc difficile de jouer sur les deux tableaux. Bon, après, si on devient vraiment un thought leadership sur son marché, qu'on fait énormément d'audience, pourquoi pas de temps en temps revendre effectivement de l'espace publicitaire. Mais bon, pour une marque traditionnelle, l'objectif de l'inbound marketing est quand même avant tout transformer son audience pour faire de la vente de ses produits et de ses solutions. D'accord. J'ai bien répondu parce que je sais pas. Oui, mais je crois que nous n'avons pas très bien compris la question parce que je vois que Gbérodi nous écrit non. Mais bon, on a essayé en tout cas. Bon, Désolée. Bon, euh, donc là maintenant, on commence à parler beaucoup des contenus. Donc, le contenu dans le marketing aujourd'hui est associé au content marketing, mais très souvent, on a une tendance en fait, à mélanger ces deux approches parce que ils ont quand même beaucoup de points de convergence. mhm. Pour toi, quelle est la différence entre l'inbound marketing et le content marketing? Mhm. Alors, ben, je parlais justement tout à l'heure de boîte à outils, hein, donc le
l'inbound marketing est aussi une boîte à outils et le content marketing est un des outils de l'inbound marketing. L'inbound marketing serait un petit peu plus chapeau. Donc, c'est aussi l'aspect un peu, voilà, changement, transformation digitale qui est intéressante dans l'inbound marketing. Après, le content marketing est un des axes de l'inbound marketing, bien évidemment, qui est très très important, mais c'est un des axes à activer, c'est pas le seul. Hein. Donc, donc pour moi, le content marketing reste un des outils majeurs, certes, mais ça reste qu'un des outils de l'inbound marketing. D'accord. Donc, l'un approche fait partie de l'autre. Ok. Et donc, pour le content marketing, donc, à ton avis, comment l'utiliser de manière efficace dans le cadre de l'inbound marketing? Par exemple, quel type de contenu faut-il créer pour différentes étapes du parcours client? Et aussi, quel type de contenu pour toi sont les plus efficaces aujourd'hui? Alors, bah, c'est complexe de répondre à une question comme celle-là parce que tout dépend de son secteur d'activité, tout dépend si on est en B2B, en B2C. Alors, c'est vrai qu'en B2B, on va très souvent, malgré tout, au départ hein, du parcours d'achat, plutôt articuler des contenus d'expertise très. Moi, j'aime bien ce terme pédagogique parce que finalement, on a envie d'apprendre. Je veux dire, voilà, les relations avec les consommateurs changent de manière très rapide, donc les marques ont besoin de s'adapter, donc elles ont des nouvelles problématiques liées notamment à tout ce qui est transformation digitale. Donc j'aime bien cette idée d'un peu de les accompagner grâce à de la pédagogie, justement aussi pour les attirer, les intéresser. En B2C, ça peut être un peu moins structuré autour du funnel et ça peut être aussi tenter de jouer sur des choses probablement un peu plus créatives, probablement un petit peu plus, je sais pas pourquoi pas sur l'humour, sur du divertissement. Enfin voilà, donc il va y avoir des axes probablement plus variés en B2C, mais parfois un petit peu plus difficile à activer parce que le parcours d'achat est un peu moins linéaire qu'en B2B. Voilà, donc j'espère que j'ai bien répondu à ta question. Oui, c'est ça, tout à fait. Bah, je suis d'accord. Ça dépend toujours de l'industrie. C'est exactement ça. Il y Après, a une autre question de l'utilisateur qui s'appelle Reda et qui colle très bien à cette thématique des types de contenu. Donc, il demande, en définissant 4 à 5 personas différents, est-ce que l'on devrait produire 4 à 5 différents types de contenus et comment industrialiser le processus, à quelle fréquence? bon, si on construit quatre ou cinq personas, a priori, c'est qu'on a véritablement des segmentations qui sont fortes. Sinon, c'est pas la peine voilà, de multiplier ou d'additionner ces personas. Donc oui, normalement, d'ailleurs, moi, un des critères de la réussite d'un persona, c'est qu'en lisant une fiche persona, on arrive de suite à deviner quels pourraient être des axes de contenu qu'on pourrait produire. Donc oui, si on a quatre ou cinq personas différents, il va falloir effectivement couvrir des sujets probablement différents. Après, comment industrialiser les choses toujours un peu complexe, hein, puisque c'est aussi, enfin, ça fait partie aussi de cette fameuse transformation digitale. Hein. C'est vrai qu'on a très souvent au marketing, ou à la communication, beaucoup de choses à faire, probablement de l'événementiel, probablement encore des brochures, s'occuper aussi des slides, pourquoi pas de ces commerciaux et autres. Donc en plus, rajouter cette dimension contenu, c'est pas évident. Donc moi je préconise d'y aller par pilote, de faire des choses voilà, dans un cadre où on sait qu'on a à faire face à 4, 5, 6 personas, peut-être en choisir un, voire deux maximum, et tenter de faire quelques contenus qui seraient adaptés à chacune des phases finalement du parcours d'achat de ces personas. Donc c'est pas non plus la peine d'en faire des tonnes, il vaut mieux du très qualitatif et tester, voir ce qui fonctionne et y aller par petites touches. Donc un pilote, ça me paraît une bonne manière de s'initier, d'y aller voilà, sans engager non plus des budgets complètement faramineux. Et puis ensuite, bien aussi penser
à la promotion de son contenu, c'est excessivement intéressant et obligatoire. C'est vrai que si on produit un bel article de blog, mais qu'il est mal référencé, on va passer un peu à côté de l'objectif. Pareil, si on produit un bel article de blog, mais qu'on ne se donne pas la peine de véritablement en faire de la promo sur les médias sociaux, là aussi, on risque un peu de passer à côté de l'objectif. Donc là, pour le coup, les Américains ont une maturité bien plus importante que la nôtre. C'est vrai qu'en France, mais je vois des acteurs qui rédigent des fois des beaux contenus et puis qui vont faire la promotion. Allez, on va faire un petit emailing et puis on va le partager 2 fois sur Twitter, et puis on s'arrête là. C'est une erreur. Hein. Je pense qu'il faut, là pour le coup, user le contenu jusqu'à la corde et en faire vraiment une arme efficace en termes de création d'audience et de création de génération de leads. C'est aussi très intéressant la question de fréquence parce que au final, est-ce que c'est mieux de créer des contenus de moyenne qualité, mais en créer plus, ou créer ou publier par exemple un blog post par semaine, mais ça sera un blog post de qualité, un article de fond très détaillé? Qu'est-ce qui est mieux, Antoine? Alors, à mon sens, aujourd'hui, c'est mieux d'aller sur de la qualité plus que sur de la quantité. Bon, sachant que si on arrive à additionner qualité et quantité, c'est absolument duo gagnant. Mais si on doit choisir entre qualité et quantité, choisissez la qualité. Pourquoi? Parce que tout simplement, votre contenu durera plus longtemps, parce il va être partagé par les lecteurs. Et du coup, au lieu d'être très rapidement oublié, au bout de 3 jours, il va être neuf, donc il va être un peu lu, un peu partagé. Mais s'il est moyen, il va être malgré tout très rapidement oublié. S'il est bon, les partages continueront dans le temps. Vous allez vous-même pouvoir le réexploiter dans des cadres différents. Les gens vont probablement aussi en parler, en faire pourquoi pas des liens vers ce contenu. Donc la qualité est excessivement importante. Ouais. D'accord. Et une autre question aussi qui m'intéressait toujours parce que ce n'est pas évident. On parle beaucoup aujourd'hui de la création de blogs. Mhm. En fait, pour une entreprise B2B, par exemple, c'est évident qu'il faut avoir un blog et ça marche très, très bien. Mais pour un site e-commerce, est-ce Mhm. qu'il faut toujours créer un blog? Oui ou non? Et sinon, quel d'autres types de contenu peut utiliser un site e-commerce Moi, pour… je ne suis pas arrêté au terme de blog. Hein. Ça peut être du blog, ça peut être, on peut l'appeler du hub de contenu, on peut l'appeler, j'en sais rien, une rubrique mes stories, enfin peu importe. Le tout, c'est qu'on ait du contenu et qu'il ne soit pas du contenu commercial. Et quand l'internaute arrive sur votre site internet, il arrive à identifier à un moment donné c'est un accès à ce contenu. Alors ça peut être un lien qui est tout bêtement qui s'appelle blog, hein, mais ça peut être aussi un lien qui s'appelle nos contenus, j'en sais rien, d'expertise ou nos stories, par exemple, si on a envie de voilà de pas utiliser le terme blog. Donc ça c'est avant tout c'est le contenu, voilà, qui est important. Après pour un site e-commerce, moi je pense que c'est bon, à moins de s'appeler Amazon, d'être une marque excessivement connue ou affinitaire, bon ok, on n'a peut-être pas besoin de tellement se faire connaître, mais si on est un e-commerçant, je dirais un peu dans la moyenne, forcément, il va falloir se faire connaître sur Internet et on aura du mal à se faire connaître uniquement par ses produits. Donc là aussi, hein, le contenu sera absolument obligatoire. Ouais. D'accord. On peut reprendre hein, mon idée de tout à l'heure de blog, j'ai pas fait exprès, j'ai pris les rasoirs. Bon, on peut imaginer une plateforme, un beau site e-commerce de vente de rasoirs. Vous voyez bien que si vous racontez rien autour du rasoir, ça sera dur de générer des ventes parce que comment vous allez pouvoir émerger ou alors il vous faut des budgets pub conséquents pour faire du AdWords, pour faire du native ad, pour faire du display, etc. Donc si vous souhaitez émerger, il va falloir que vous fassiez du contenu qui là aussi va intéresser vos cibles. Alors pourquoi pas, j'en sais rien, des contenus sur comment tailler sa barbe, sur les modes
mode à travers les temps, sur les dernières tendances actuelles des barbus ou je sais pas quoi, des hipsters, enfin peu importe. Voilà, donc tout ça, ça peut être des contenus qui peuvent aussi vous permettre de faire parler de votre marque, d'intéresser et puis tout simplement de générer des ventes. Donc non, c'est essentiel pour des commerçants. Oui, bah, je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas longtemps, nous avons préparé avec ma collègue Natalia une présentation sur l'e-commerce et nous avons cherché des exemples. Et donc, nous avons trouvé pas mal de sites qui ont non forcément un blog, mais un truc avec des contenus, par exemple, qui proposent des idées, comment choisir un produit. Et ces sites sont très bien positionnés sur les moteurs de recherche. Et de plus, ces sites réussissent à être positionnés pour les fonctionnalités de SERP. Donc, Ouais, ils ont une très bonne visibilité et je suis absolument d'accord avec toi. bien sûr. Mais oui, l'inbound marketing, le content marketing, c'est très efficace. Il y a d'ailleurs un utilisateur, Vincent, qui écrit que selon les statistiques, ça coûte 3 fois moins cher que le marketing traditionnel et c'est plus efficace. Mm. Mais si par exemple, j'essaye de mettre en place les principes de l'inbound marketing, mais ça ne marche pas. Mhm. Comment je dois faire? Quels sont, à ton avis, les échecs, les erreurs les plus fréquentes? À quoi il faut faire attention? Alors, si ça marche pas, c'est soit une question de qualité justement des contenus. Donc là, vous pouvez aller voir des statistiques sur Google Analytics de type taux de visiteurs contre revisite, par exemple, ou temps passé sur vos pages, nombre de pages par visite. Bon, voilà, tout ça, c'est le taux de rebond, bien évidemment. Tout ça, ce sont des indicateurs qui peuvent vous donner des, des précisions sur la qualité finalement de vos contenus. Comment vos lecteurs voient le contenu. Si vous apercevez que vous avez allez, 70% de vos visiteurs qui partent au bout de 30 secondes, par exemple, c'est bien la preuve que vos contenus n'intéressent pas. Deuxième point, est-ce que les contenus sont bien référencés? Donc là aussi, hein, est-ce que vous avez finalement bien utilisé votre stratégie de content marketing pour être fortement visible sur les moteurs de recherche et bon, généralement sur Google. Et puis troisième point, c'est pareil, est-ce qu'ils sont finalement bien utilisés sur les médias sociaux? Est-ce que vos collaborateurs ont envie de les partager? Est-ce que vos lecteurs ont envie de les partager? Là aussi, c'est des critères très, très importants qui vont vous donner des indications très précises sur la qualité des contenus. Donc ça peut être la première étape. Après, si vous voyez que l'audience est là, que les lecteurs apprécient vos contenus parce que ils vont lire plusieurs articles lors de leur visite, ils vont passer plus de 3, 4 minutes sur votre site internet, ça peut être des problèmes aussi de conversion. J'ai attiré une audience, l'audience s'intéresse à moi, par contre, j'ai pas articulé les bons call to action qui vont les inciter à laisser leurs coordonnées pour s'inscrire à un événement ou télécharger un livre blanc ou obtenir, j'en sais rien, des bons d'achat en B2C par exemple. Donc voilà, c'est les deux principales pistes sur lesquelles il faut travailler si sa stratégie d'inbound marketing ne fonctionne pas. D'accord, bon. Merci. Pour terminer, Ouais, j'aimerais aussi parler de ton nouveau livre ouais. Bah, qui vient de sortir hier. le petit moment de promo justement dans inbound marketing. Donc, c'est la boîte à outils du marketing digital hein, que j'ai coécrit avec un ami, Philippe Gasto. Donc, c'est un outil, c'est un ouvrage qui liste 60 outils du marketing digital et qui permet d'expliquer hein, l'intérêt de l'outil et comment finalement l'utiliser dans sa stratégie marketing. Voilà, donc c'est pas un ouvrage. Enfin, quand l'éditeur Duno m'a
proposé ce projet, je l'ai trouvé plutôt intéressant parce que c'est pas un ouvrage finalement classique, hein, c'est pas un ouvrage qu'on va lire de manière linéaire, mais par contre, bah, c'est bien de garder sous le coude et se dire, bah, tiens, voilà, on parle d'employé advocacy, finalement, qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est fait pour moi, et si oui, comment le déployer, bah, on peut se référer à l'ouvrage et trouver toutes les infos nécessaires pour démarrer. Donc c'est j'espère, hein, qu'il va rencontrer son public et dans tous les cas, on l'a voulu très pratico-pratique. D'accord, du coup, on va laisser le lien, je crois, sous la vidéo pour que ceux qui sont intéressés par le livre puissent aller le découvrir. Mais d'où t'es venue cette idée? Est-ce que tu penses vraiment qu'aujourd'hui, on ne peut pas réussir sans les outils de marketing? Est-ce que c'est possible d'avoir du succès sur le web sans faire recours à ces outils? Non, non, je dirais que non, non, mais c'est clair. Je dirais que ça fait partie de la fameuse transformation digitale. Alors, quand on l'applique au marketing, à la com et au commerce, la plus grosse difficulté, c'est d'arriver à faire du contenu qui s'inscrit vraiment dans le bénéfice du client. Donc, c'est arriver à se détacher de sa marque, de ses produits, pour véritablement parler des bénéfices et de ce qu'attendent les clients. Donc, ça, c'est déjà excessivement complexe. On parlait tout à l'heure des personas. Je fais très souvent faire l'exercice à mes clients. On voit le premier réflexe, quand ils construisent un persona, ils le construisent autour de leur offre, alors qu'il faudrait le construire autour des centres d'intérêt de la cible et pas de ses offres. Donc ça, arrive à se détacher finalement de ses offres, c'est une des premières grosses difficultés. Et après, c'est vrai que la difficulté du marketing digital, bah, c'est que c'est plein de nouveautés. On va parler voilà, de social selling, d'employé advocacy, de SEO, de SIA, d'inbound marketing, de content marketing, de brand content, etc., etc. Enfin, il y a 60 outils, on aurait probablement pu en faire plus. Euh, et donc, ça fait appel aussi à énormément, finalement, de connaissances et de compétences, et il n'y a pas de secret. Il faut se former, alors que ce soit par des formations traditionnelles, que ce soit par des lectures sur le web ou par des lectures un peu plus traditionnelles et non digitales que sont les bouquins. Mais dans tous les cas, il faut absolument acquérir ces compétences, et c'est aussi essentiel pour quelque part suivre ses prestataires et ses agences. Bah, et d'ailleurs, je sais que l'un des outils qui fait partie de ce livre, c'est SEMrush. Et merci de m'avoir donné la possibilité de présenter notre outil dans ton livre. Ouais. Et donc, je sais que toi aussi, personnellement, tu utilises SEMrush. Est-ce que tu peux dire en quoi notre outil est utile pour toi dans ton travail sur l'inbound marketing? Alors, c'est déjà un outil excessivement simple d'approche. Donc, c'est vrai qu'on a un temps finalement de formation qui est quasi nul, hein. En 2 heures, ça y est, on a compris comment ça fonctionnait. Enfin, dans tous les cas, dans ces grands principes. Donc, c'est une prise en main très simple. Et puis après, bah, si on veut véritablement se positionner sur Google, on n'a pas d'autre choix que d'utiliser des outils de pilotage. Alors, ça peut être SEMrush, ça peut être un concurrent, mais dans tous les cas, c'est absolument essentiel. Donc, moi, je m'en sers très souvent justement pour accompagner mes clients à bien définir leur persona. Une fois qu'on a défini le persona, on va aussi le valider dans la vraie vie en se disant, bah, tiens, on a pensé que voilà, tel ou tel sujet pourrait les intéresser, et on va aller finalement questionner SEMrush pour découvrir dans des termes très clairs comment nos cibles orchestrent des recherches. Hein. Ça, c'est vraiment absolument fondamental, puisque c'est à partir de ça qu'on va pouvoir finalement déployer une stratégie de content marketing efficace. Donc ça me sert très en amont pour valider finalement des hypothèses que l'on a au démarrage, je dirais, de l'inbound marketing. Et puis après, bien évidemment, une fois qu'on a écrit et publié ces contenus, s'assurer que
ait une efficacité en termes de visibilité, d'impact sur les moteurs de recherche, et puis même en termes d'impact sur les médias sociaux, puisque vous proposez aujourd'hui des fonctionnalités aussi de suivi de sa visibilité sur les médias sociaux. Donc c'est une plateforme qui aujourd'hui est complètement indispensable. D'accord. Bah, merci beaucoup Stéphane. Merci à vous pour l'invitation. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci encore une fois Stéphane pour cette interview. Merci à tout le monde. Voilà, je te souhaite une excellente journée et bonne journée à tous les participants. À bientôt. Au revoir. Salut. Merci. Au revoir. À bientôt.